Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Marie Chantrey. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le disais, vous êtes ministre donc, de la transition énergétique et les sujets qui touchent votre ministère aujourd'hui sont extrêmement nombreux. Mais d'abord, une première question d'actualité sur les propos du ministre de l'Intérieur hier sur l'Italie. On en parlait à l'instant à l'occasion du débat. Le ministre de l'Intérieur a donc accusé la présidente du Conseil italien de s'être montrée incapable de régler les problèmes migratoires dans son pays. Est-ce qu'un ministre français peut dire ça à propos de l'un de nos plus grands voisins? Je crois que surtout ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin, c'est que tous ceux qui nous promettent de régler dans un claquement de doigts des problèmes aussi complexes que l'immigration sont des menteurs. Suivez mon regard. Et je pense qu'on le voit. En parlant de Giorgia Meloni, il parlait de Marine Le Pen, très clairement, c'est elle qu'il visait. Et enfin, le Rassemblement national nous rabat les oreilles depuis des années en expliquant qu'ils sauraient régler ce type de problème. Ils ont accueilli l'élection de Giorgia Meloni avec des applaudissements en expliquant qu'elle saurait régler ce problème. Mais ce type de problème est profond, complexe. Bien sûr que Giorgia Meloni s'emploie à trouver des solutions, mais comme tous les responsables européens, ça ne se règle pas dans un claquement de doigts. Et ceux qui vous promettent des miracles sont des menteurs ou des bonimenteurs. En attendant, c'est le début d'une petite crise diplomatique qui est ouverte, avec une visite programmée du ministre des Affaires étrangères qui a été annulée, à ce stade pas reprogrammée. Est-ce que vous craignez, notamment l'Italie, qui est un de nos grands partenaires, notamment sur de nombreuses questions que sont le nucléaire, que ça remette en cause ce type de dossier-là et vos partenariats? Alors, moi je vais vous le dire très clairement, nous avons un partenariat profond qui repose sur une confiance réciproque. Et non, je ne crois pas que ce propos qui était clairement destiné à montrer la complexité de sujet de l'immigration créera dans la durée un problème avec l'Italie. Nous avons un traité du Quirinal qui renforce encore nos liens et qui a été signé il y a quelques mois. Nous sommes aujourd'hui dans une relation de confiance réciproque avec l'Italie. Agnès Pannier-Runacher, énième déplacement du président de la République Emmanuel Macron hier sur le terrain. Il était dans un lycée professionnel en Charente-Maritime. On va revenir sur les fonds des propositions sur le lycée professionnel et une réforme en profondeur. Mais d'abord un déplacement une nouvelle fois un peu chahuté à l'extérieur, des manifestants tenus à distance, des casserolades et l'électricité coupée dans le lycée. Il y a quelques jours, après une visite à Ganges, vous aviez tapé du poing sur la table parce que l'électricité avait été coupée dans une clinique pendant quelques secondes. C'est inacceptable? C'est absolument inacceptable. Manifester, dire qu'on est content ou pas content, c'est garanti par la démocratie que nous avons aujourd'hui et c'est respecté. Mais mettre en risque des patients dans une clinique ou comme ce qui n'a pas été le cas hier, mais il y a quelques jours. Ou comme il y a quelques jours aussi dans un EHPAD, c'est parfaitement irresponsable, c'est illégal. C'est à la justice de pénalement répréhensible. Il faut à chaque fois porter plainte? Tout à fait. Il n'y a pas de doute, pas d'ambiguïté, et systématiquement, Enedis porte plainte. On a appris aussi qu'un homme de 77 ans, à l'occasion aussi d'un déplacement, qui avait affiché une banderole dont je dirais pas l'intégralité du texte, mais en gros, Macron on, et puis vous remplacez les petits points, avait été condamné par la justice à un stage de citoyenneté. Est-ce que là aussi, que la justice passe, c'est une bonne chose après ce type d'acte et de démonstration? Je ne sais pas à me substituer aux décisions du juge, mais effectivement, il y a une loi dans ce pays, et je crois que c'est très important pour les Français de sentir qu'elle est appliquée, que le juge l'applique et qu'elle doit être respectée. C'est le fondement de notre démocratie, c'est le fondement de notre pacte social. Je le disais donc, coupure d'électricité, des manifestants à l'extérieur tenus à distance. Vous aussi, à l'occasion d'un de vos derniers déplacements au Tricastin, je crois, vous avez été un peu chahuté, des casserolades. La page des retraites a quand même du mal à être tournée malgré vos vœux et vos souhaits que on passe à autre chose. C'est compliqué. Vous savez, quand on va sur le terrain, on va au-devant des Français. Moi, je suis allée avec Roland Lescure, qui m'accompagnait à Tricastin, au-devant des manifestants. Et en fait, ils ne cherchent pas à discuter, ils ne cherchent pas à ouvrir le dialogue. Et tous les autres Français que nous rencontrons sont là pour qu'on réponde à leurs problèmes. Donc dans je crois que notre président fait ce distinguo d'ailleurs entre ces manifestants et ceux qui sont opposés purement et simplement à la réforme. Et il appelle de ses voeux à la concorde, au retour de la concorde. C'est possible ? Mais bien sûr, et puis surtout, je crois que les Français attendent qu'on réponde à leurs problèmes du quotidien. Lorsque le président de la République annonce la déconjugalisation
de l'allocation adulte handicapé, il répond à la situation de centaines de milliers de personnes en situation Mais de c'est handicap. difficilement audible aujourd'hui, très clairement. Encore une fois, ça paraît encore une atmosphère abrasive sur le sujet. Je ne crois pas, Marie Oui. Chantrey. Je pense que surtout, ce que les gens voient, c'est un président qui est courageux, qui va au-devant des Français, qui va au-devant des manifestants, le cas échéant, mais qui va surtout se préoccuper de la situation des Français. Lorsqu'il fait la réforme du lycée professionnel, c'est des centaines de milliers de jeunes à qui on veut offrir de vraies perspectives. Et on va y revenir d'emplois qui payent bien, d'emplois qui soient durables, d'emplois qui permettent des carrières passionnantes. Et c'est de ça qu'il est question. Et on va y revenir dans le détail. Juste la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites déposée par le groupe Lyotte vous inquiète-t-elle? Le second RIP a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais encore une fois, la réforme des retraites, même si la loi est promulguée, revient encore une fois sur le devant de la scène. C'est pour ça, et c'est en ça qu'on s'interroge sur est-ce que passer à autre chose est véritablement possible, en tout cas jusqu'au 8 juin, date à laquelle elle sera examinée. Vous savez, nous, on est au travail, on a passé encore hier une loi, en tout cas on a un accord du Sénat, de l'Assemblée nationale sur le projet de loi nucléaire que je porte. Mes collègues sont en train de travailler sur un projet de loi sur les industries vertes qu'ils vont présenter prochainement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mon collègue Éric Dupond-Moretti fait une réforme de la justice en profondeur, avec des moyens, avec un recours accéléré pour les citoyens pour vous sur la faire justice. passer des textes, c'est possible, mais est-ce que cette proposition de la loi en tant que telle vous inquiète, vous, membres du gouvernement? Est-ce que vous pensez qu'elle puisse être votée? Comme toujours, on sera présent, on défendra des positions, je le redis. Cette loi, cette réforme des retraites, c'est une réforme qui n'est pas populaire, parce qu'elle nous demande collectivement des efforts. Et c'est une réforme courageuse. Moi, je vous fiche mon billet qu'aucune opposition, si elle devait un jour être au pouvoir, ne reviendrait dessus, parce que, comme toujours, toutes les réformes de retraite, aucune opposition ne sont revenues dessus. Les promesses de certains groupes d'opposition qui disent qu'ils reviendront sur, ils ne reviendront toutes les pas réformes difficiles, on ne revient pas dessus parce que on est content que quelqu'un d'autre les ait fait et on est content que quelqu'un d'autre ait pris l'impopularité de les faire. La reprise du dialogue avec les syndicats est-elle possible? Aucune invitation encore n'a été lancée aux syndicats, alors qu'Elisabeth Borne a fait part de son souhait de reprendre justement ce dialogue. Quand cela aura-t-il lieu? Pourquoi pas d'invitation, pas de mail encore envoyé? Je travaille avec les syndicats. Encore cette semaine, j'ai eu plusieurs réunions sur différents sujets avec des représentants syndicaux dans ma filière. Donc oui, le dialogue a repris. Ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, sur des sujets qui sont ciblés, et nous allons continuer à travailler avec eux. On a des enjeux très importants. La loi sur France Travail va arriver prochainement. Là aussi, c'est une loi au service des Français, dans un pays qui enfin réussi à s'attaquer au chômage de masse. Il y a 6 ans, tout le monde nous riait au nez. Aujourd'hui, nous sommes aux environs de 7% de chômage. Et je pense que ce travail de fond, au service des Français, il est reconnu par les Français. Et il ne peut pas se faire, selon vous, sans les partenaires sociaux. Il faut qu'ils soient à la table. Il est indispensable d'associer les partenaires sociaux, qu'il s'agisse des employeurs ou qu'il s'agisse des organisations syndicales. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça, en bonne intelligence avec les organisations syndicales. On parlait donc hier de la visite du président de la République dans un lycée professionnel, et donc cette grande réforme du lycée professionnel voulu par le chef de l'État Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas, dit-il, d'une simple réforme, mais d'une cause nationale, avec notamment l'annonce de stages rémunérés et puis une refonte de la carte des formations. Parce que c'est un grand gloubi-boulga, certains diront, avec des formations qui, pour certaines, n'aboutissent à rien ou à peu d'emplois. Là aussi, c'est une volonté de l'exécutif, et notamment de réorienter vers des métiers en tension, mais aussi des métiers dits d'avenir, comme le nucléaire, dossier que vous portez évidemment. Là aussi, c'est un point d'ancrage, c'est ce que vous voulez développer, que ces étudiants, ces élèves aillent vers ces formations plus facilement? Oui, tout à fait. C'est une réforme profondément sociale, cette réforme des lycées professionnels. Elle s'inscrit dans tout ce qu'a construit le président de la République autour de l'emploi, autour de l'apprentissage aussi, qui a été un grand succès de ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est que les jeunes puissent avoir accès à des métiers industriels qui sont des métiers d'avenir. Le nucléaire, c'est 100 000 recrutements dans les années qui viennent. C'est absolument considérable. C'est à tous les niveaux de formation. Pas
besoin d'être ingénieur pour aller dans le nucléaire. Bien au contraire, on a besoin de soudeurs, on a besoin de chaudronniers, on a besoin d'électriciens. Et ce sont des métiers qui participent au grand défi de ce siècle. C'est la lutte contre le réchauffement climatique. Ces métiers sont méconnus par les jeunes. Et comment on attire justement ces jeunes? Est-ce que certains dénoncent finalement un attrait avec des stages dits rémunérés, en tout cas plus rémunérés, mais derrière ça, pas forcément un accompagnement suffisant. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus, précisément? D'abord, je crois qu'il faut que les jeunes aient accès à ces métiers au sens où ils les connaissent. Et c'est tout l'enjeu de la période d'orientation à partir de la 5e, pour faire en sorte que des métiers industriels qui ne sont pas exercés dans votre environnement familial puissent être mieux connus. On a une image de l'industrie qui est décalée de sa réalité. Décalée est peut-être une mauvaise image, vous diriez? Je dirais que lorsqu'on parle industrie, les gens s'imaginent qu'on est encore dans Germinal, là où ce sont des métiers qui payent parfois plusieurs milliers d'euros par mois. Je le redis, plusieurs milliers d'euros par mois. On n'est pas du tout sur des salaires de niveau SMIC, par exemple dans la branche du nucléaire. Comment se fait-il justement que cette image n'infuse pas justement? Qu'est-ce que peut-être a péché dans la manière dont vous avez fait passer vos messages? Est-ce qu'il faut encore insister plus là-dessus justement? C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, c'est que nous sommes tous très reliés à nos contextes familiaux et que souvent on a tendance à reproduire les métiers de notre famille. Et tout l'enjeu du travail que nous avons fait sur l'emploi, sur l'apprentissage et que nous voulons faire sur le lycée professionnel, c'est de sortir de ce déterminisme social et permettre à chaque jeune de choisir vraiment la filière qui lui correspond le mieux. Pas parce que papa ou maman a fait tel métier, mais parce qu'en réalité, il découvre en 5e ou en 4e qu'il y a des métiers absolument passionnants dans l'aéronautique, que le nucléaire est un métier d'avenir et participe à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est de ça qu'il est question, c'est de sortir de ce déterminisme social. La photographie des lycées professionnels aujourd'hui est très intéressante. Il concentre les élèves les plus fragiles, socialement et scolairement. Il compte 3% d'enfants de cadre, contre 26% en lycée général. Là aussi, cela dit quelque chose de l'accès à ces lycées professionnels et ces formations. Ça veut surtout dire que pendant des années, on a méprisé l'enseignement professionnel. Et là où, par exemple, des pays comme l'Allemagne ou comme la Suisse l'ont valorisé en considérant qu'on pouvait arriver au même métier, soit en passant par une filière générale, soit en passant par une filière professionnalisante. Et ce que nous voulons changer, c'est de redonner ces lettres de noblesse au lycée professionnel, c'est investir dans le lycée professionnel, avoir des machines qui soient de dernier cri et pas des machines qui soient là depuis les années 70, et c'est de faire en sorte, surtout, que les jeunes n'aillent pas par hasard dans les lycées professionnels. Vous savez, moi je suis sur un territoire... Choix, que ça réponde à... Exactement, je suis sur le territoire du bassin minier du Pas-de-Calais. J'ai fait beaucoup de forums de jeunes de 3e. Et lorsque j'entends des jeunes qui me disent moi j'aimerais bien faire mécanique parce que les voitures me passionnent, mais la section qui est à côté de la maison, c'est bâtiment, je trouve ça très dommage. Je veux que ce jeune puisse faire mécanique parce que si ce métier le passionne, il sera excellent et il n'aura aucune difficulté à s'insérer dans la vie professionnelle. Il sera heureux au travail. C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'avoir des professeurs qui sont valorisés, c'est d'avoir des élèves qui sont valorisés. Les critiques de certains syndicats sont d'ailleurs un peu dures, justement concernant cette réforme, notamment sur la revalorisation qui finalement est un peu un miroir aux alouettes. Et... Je crois que 800 € par mois, pas beaucoup de Français, jusqu'à 800 € par mois. Jusqu'à 800 €, en effet. Pas beaucoup de Français considéraient que c'est négligeable dans leur rémunération mensuelle. Donc, il y a un effort considérable qui est fait. On le fait sur l'école, on le fait sur l'enseignement général, mais on veut le faire aussi sur le lycée professionnel, comme jamais. Et je le redis, je veux mettre ça en perspective. Il y a 6 ans, lorsqu'on a lancé toutes les réformes autour du marché du travail, on nous riait au nez en disant qu'on ne serait pas capable de baisser le chômage. Aujourd'hui, il est à 7%. Il y a 5 ans, quand on a lancé la réforme de l'apprentissage, on nous riait au nez en disant qu'on ne serait pas capable d'avoir 800 000 apprentis, de s'approcher du million. Nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, avec le lycée professionnel, notre objectif, c'est 0 décrochage scolaire, parce qu'il est absolument insupportable d'avoir des jeunes qu'on envoie sur des voies de garage et qui ne trouvent pas d'emploi. Des formations, en effet, qui n'amènent à rien, ou en tout cas pas à l'emploi. Pas à l'emploi. Et deuxièmement, nous voulons que ce soit des métiers d'excellence et des parcours qui soient aussi valorisants que ceux de l'enseignement général. Chacun a des talents, valorisons ces talents. Agnès Pannier-Runacher, parlons maintenant de cette loi accélération du nucléaire, loi majeure du quinquennat. Les députés et les sénateurs se sont accordés hier sur le projet de loi en commission mixte paritaire. Vous y voyez
une première victoire. Le texte n'est pas encore voté, il sera voté dans quelques jours au Sénat puis à l'Assemblée. C'est le symbole de quoi? Que finalement, des textes peuvent encore passer? Vous savez, c'est ma 3e loi que je passe avec une CMP conclusive dès le premier examen. Cela prouve que derrière le bruit des oppositions pour donner un sentiment d'un pays empêché, nous travaillons, nous avons des avancées. J'ai fait voter un texte sur l'accélération des énergies renouvelables et aujourd'hui sur le terrain, nous déployons des énergies renouvelables. C'est important pour lutter contre le réchauffement climatique dans notre pays. Et on va y revenir justement. Et pour avoir une indépendance énergétique, et nous faisons la même chose sur le nucléaire, et ça fonctionne. C'est à l'horizon 2035-37, la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, voire plus. Ce sont des chantiers titanesques. Ce sera possible? Ce sera réalisable? C'est le chantier du siècle. Alors, je veux rassurer ici nos auditeurs. Nous avons en construction au Royaume-Uni 2 réacteurs nucléaires à Hinkley Point. Vous êtes rendu sur place d'ailleurs récemment. J'y suis allée effectivement il y a quelques jours avec des députés. C'est très intéressant. On voit que entre le premier et le 2e réacteur, déjà on gagne 30% de temps parce que on apprend de la construction d'un réacteur. Et donc oui, on va y arriver. Il y a eu du retard accumulé aussi malgré tout ces dernières années. Oui, mais encore une fois, on apprend et c'est la répétition qui fait le succès. On l'a vu sur le projet de 56 réacteurs qui avait été porté en son temps, le plan Mesmer des années 70. Et là aussi, aujourd'hui en Europe, j'ai lancé une alliance du nucléaire civil et on voit qu'en Suède, aux Pays-Bas, en Pologne, en Tchéquie, des projets de nouveaux réacteurs sont lancés. Et c'est cette filière nucléaire qui est en train de se remobiliser. Et la clé du succès, c'est d'avoir des plans de charge remplis et de pouvoir industrialiser le processus, de pouvoir répéter les mêmes gestes. Vous dites, nous n'avons plus le luxe de l'idéologie. Vous mentionnez vos partenaires, mais l'Allemagne n'en fait pas partie. Un plan complètement différent avec la réouverture de centrales à charbon. Est-ce que pour vous, c'est un regret? Est-ce que ça marque une ligne de fracture dans ce qui est un de nos grands partenaires, finalement, sur la scène européenne? Un regret, certainement, parce que je crois qu'effectivement, on ne devrait pas se priver d'un outil de production d'énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais je respecte profondément le choix des autorités allemandes. De même Vous avez exprimé vos regrets à Olaf Scholz et à votre homologue allemand? Bien sûr, vous savez, j'ai des contacts quasiment tous les 2 ou 3 jours. J'étais encore en Allemagne mardi dernier avec mes homologues allemands. Mais vous pensez qu'elle peut ruiner tous les efforts finalement faits pour réduire les... Je ne vais pas incriminer l'Allemagne sur sa politique énergétique qui est souveraine, allemande, qui est souveraine, alors que je souhaite moi-même avoir une politique énergétique souveraine en France. Donc, je crois qu'à un moment, il faut s'appliquer ce qu'on attend des autres. Donc, la France a une politique énergétique qui est fondée sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire. Nous déployons strictement au même rythme que l'Allemagne nos énergies renouvelables. Nous nous permettons d'avoir en plus le levier du nucléaire et nous travaillons sur la baisse de consommation. Je pense que c'est un plan qui tient la route et aujourd'hui, ce plan-là, 14 pays, 14 États membres de l'Union européenne ont grosso modo le même plan. Ce qui veut dire que c'est pas un sujet entre la France et l'Allemagne, c'est un sujet aujourd'hui qui est beaucoup plus largement européen, où là où le nucléaire, il y a 3 ans, était un peu un gros mot, et bien finalement maintenant, de manière pragmatique, de manière efficace, la France a permis de rendre ses lettres de noblesse au nucléaire. Sur le nucléaire rapidement, mais c'est une question aussi très concrète sur la sécheresse à venir de cet été qui pourrait être plus dure que celle de l'année passée. On entend un peu tout et n'importe quoi sur les conséquences du manque d'eau sur l'activité des centrales. Soyons très concrets ce matin. Certains disent que les centrales sont très gourmandes et que cela pourrait avoir un impact sur leur activité. Que dites-vous et que répondez-vous ce matin sur ce sujet? Je vous réponds qu'on entend surtout n'importe quoi. RTE, qui est l'expert en matière électrique... Il n'y a pas de risque. Décrit très basiquement comment ça se passe. En 2050, en reprenant des scénarios du GIEC, y compris des scénarios qui sont des scénarios d'augmentation de la température au-delà des 1,5 degré ou des 2 degrés sur lesquels on cherche à tenir notre trajectoire. Donc, au-delà de ça, nous dit c'est quelques pourcents d'électricité, de production d'électricité qui seront perdus du fait du réchauffement climatique. Alors oui, ponctuellement, 1, 2, 3, 4 jours au cœur de l'été, s'il y a des canicules, on sera amené à baisser la production des centrales nucléaires. Mais
fort heureusement, au même moment, s'il y a canicule, la production des panneaux photovoltaïques fonctionnera à plein. Et comme vous le savez, nous déployons comme jamais des panneaux photovoltaïques. Un système électrique, c'est un système qui s'équilibre. Et c'est pour ça que nous ne mettons pas nos œufs dans le même panier. Nous allons utiliser tout le champ Donc des vous dites énergies ce matin, bas carbone. pas d'inquiétude sur le refroidissement des centrales nucléaires. Je vous dis effectivement que nous pouvons compter sur le nucléaire, y compris dans 50 ans, pour nous permettre d'avoir de l'électricité bas carbone et compétitive. Mais nous allons aussi compter sur les énergies renouvelables. Moi, je ne veux pas opposer les unes aux autres. Chacune a ses propriétés, a ses qualités et ses défauts. Le temps passe très vite. Sur la sobriété énergétique, vous vous êtes félicité que les services de l'État aient réduit leur consommation énergétique de 10%. On parle de cet été, on parlait de chaleur extrême. Est-ce que vous appelez les Français à réduire leur consommation de climatisation? Parce que ça consomme énormément. Est-ce que vous faites des recommandations précises? Alors oui, nous allons le faire. Vous savez que nous travaillons à nouveau sur un plan sobriété. Soyons clairs, la climatisation, ça concerne essentiellement les entreprises, les administrations et les magasins qui accueillent du public. Oui, moins les Et particuliers. Et oui, je l'ai dit à ces fédérations, puisque nous avons lancé un temps 2 du plan sobriété. Pas de démarrage de la climatisation avant 26 degrés. Je rappelle d'ailleurs que c'est une mesure qui figure dans la loi depuis des années. Elle n'est pas respectée. L'enjeu, c'est qu'on la respecte. Et surtout, de faire attention à notre consommation d'énergie, parce que l'enjeu, c'est pas tellement un problème de système énergétique cet été. L'enjeu, c'est qu'il faut économiser de l'énergie si on veut atteindre nos objectifs climatiques, si on veut baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais C'est pas de absolument climatisation essentiel. avant 26 degrés. Exactement. L'entretien est terminé. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, c'est votre météo ange et le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux. Belle journée.